know this shore. Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui, depuis avril 2018, vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre, pour que vous vous sentiez rassurés, réconfortés et surtout, déculpabilisés. Mais l'Univers Bliss, c'est également un e-shop avec le kit postpartum indispensable pour les femmes qui viennent d'accoucher, notre Bliss Vanity, et aussi Bliss Bump, des programmes d'accompagnement qui ont transformé la maternité de milliers de femmes. Et si vous souhaitez vous aventurer vers d'autres territoires, n'oubliez pas notre autre podcast, Hot Stories, dédié à libérer la parole des femmes autour de leur sexualité. Alors si ce n'est pas déjà fait, rejoignez vite notre grande communauté joyeuse et engagée sur Instagram, sur les comptes bliss.stories ou bliss.hot.stories. Vous verrez, c'est toujours très animé et il y a souvent des surprises de taille. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée et d'une parole libérée, où l'intime est universel. Bienvenue chez Bliss. Ah Julien, notre Julien, nos boucles d'or préférées, l'outsider qu'on a tellement aimé voir gagner, l'artiste dont on ne peut plus se passer. On l'a pas vu grandir, on l'a même à peine vu devenir papa. Et pourtant, oui, notre atout charme à barrette national a lui aussi découvert ce que c'était que de se reproduire et de ressentir un amour inconditionnel pour une petite personne. Et forcément, ça l'a un peu chamboulé. Surtout qu'il y a un truc que cache Julien plus ou moins bien depuis quelques années, c'est son hypersensibilité. Elle le fait réfléchir beaucoup, l'encombre un peu, mais ce qui est sûr, c'est que ces personnalités hypersensibles ont souvent besoin de se réfugier quelque part pour se trouver et mieux avancer dans la vie. Lui, son refuge, c'était ses parents d'abord, l'art ensuite, la chanson surtout, et la terre des Cévennes enfin, comme un écrin. Alors il aurait pu décider que le tableau était terminé, mais c'était sans compter sur la belle rencontre qui vous fait repenser la liste de vos envies et avec qui tout est plus simple, même l'idée de fabriquer un bébé. Dans cet épisode, Julien va vous livrer avec beaucoup de générosité ce qu'il n'a jamais dit ailleurs. Les années bien avant d'être dans nos écrans, les relations avec les filles, pas toujours simples, et puis cette ascension médiatique et la vie d'après, où il s'agissait de ne pas se perdre et de rester aligné. Sur ce chemin riche et intense, l'hypersensibilité de Julien a toujours été là, en fil rouge, mais elle ne l'empêche pas d'être aujourd'hui un père comblé, concerné, émerveillé mais terrifié à l'idée de perdre peut-être un jour l'amour de son fils et ce lien indescriptible qui se tisse entre eux depuis 3 ans et demi. Si vous le connaissez un peu, vous savez à quel point il est très secret sur sa vie privée. Alors je suis extrêmement heureuse qu'il soit enfin venu se confier sur son histoire intime, ses peurs, ses doutes et ses rêves, et jouer comme jamais sur sa corde sensible. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Alors Julien, dans mon podcast, il y a une tradition de présentation. Donc je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Eh bien, je m'appelle Julien, Doré de mon nom. Je suis né le 7 juillet 1982. Je suis un grand chanceux qui se réveille le matin en vivant de sa passion et qui essaie de faire en sorte que ça dure pour les bonnes raisons. Et ma famille est composée d'êtres chers. Certains sont partis mais sont toujours là et d'autres sont profondément là et m'aident tous les jours à donner du sens à ce mot qui est celui de la famille que je n'envisageais pas il y a encore quelques années. Toi aujourd'hui, donc, dans ta famille, dans ton noyau familial que tu as construit, il y a qui aujourd'hui ? Il y a ma compagne, notre enfant et 2 magnifiques bergers blancs suisses nommés Simone et Jean-Marc. C'est ça. Ton enfant à quel âge ? Mon enfant a 3 ans et demi. Il est rentré à l'école en septembre. C'est ça. Donc un petit garçon de 3 ans et demi. Moi, j'aimerais savoir, Julien, dans quel contexte familial tu as grandi. C'était quoi pour toi la famille ? Moi, je suis né fils unique. Voilà, avec un rapport sans doute extrêmement pudique
à mon père et à ma mère, un rapport, de toute façon, une pudeur que j'ai conservée au fil des années dans le rapport affectif avec celles et ceux que j'ai pu aimer aussi après. Il y a ce contexte-là qui est un contexte un peu particulier parce qu'assez vite, je prends conscience que j'ai une sensibilité un petit peu particulière qui fait que dès que je franchis la porte de ma chambre ou du pavillon de mes parents, je sens une notion de danger, en tout cas, ou de peur dans le rapport aux autres et dans le monde dans lequel je me retrouve, qui est celui de tout simplement du chemin pour aller à l'école, au collège. T'étais un petit garçon anxieux? Oui, Inquiet? en tout cas une anxiété au monde. Ouais. Et je comprends que elle s'évapore dès lors que je trouve refuge dans le dessin, tout simplement au travers des histoires, dans ma tête. Puis la musique est entrée dans ma vie fin d'adolescence. Okay. Et là, j'ai commencé à pouvoir trouver quelques repères. Voilà en tout cas le contexte dont je me souviens. Un papa aussi qui travaille pendant une longue période à l'étranger, donc une vie avec ma mère en fait. Oui, tu étais beaucoup en tête-à-tête avec ta maman? Oui. Et ensuite, un petit peu plus tard, mon père qui perd son emploi et qui est au chômage et du coup, je me souviens de ce trouble, en fait, ce moment d'inquiétude, en fait, que j'ai saisi. J'étais encore évidemment jeune, mais il y a, je pense, dans ce qu'on s'imagine, en fait, d'une famille quand on est enfant, quelque chose d'un peu indestructible. On voit un peu la famille, en tout cas le père et la mère, comme deux piliers qui détiennent la sécurité, voire même parfois la vérité. Mmh. Et que petit à petit, ces piliers s'effritent. Et on comprend que petit à petit, cet effritement de ces piliers-là va nous obliger à construire nous-mêmes un nouveau refuge. Mmh. Et quelque chose que l'on estimera une fois fini sans doute extrêmement solide, mais qui s'effritera à son tour pour nos enfants, si on a la chance d'en avoir un peu plus tard. Oui, et puis c'est vrai que la figure parentale, il y a un moment où tu bascules parce que tout d'un coup, tu as un regard autre sur tes parents. Et ce moment-là, il est violent parfois. Parce que c'est vrai que c'est des gens que tu idéalises, que tu vois comme tu dis, comme des piliers. Et qui parfois, le marbre se fond un peu, quoi. Toi, tes parents, ils étaient ensemble? Ouais. Tu t'entendais bien avec eux? Oui, j'ai évoqué la pudeur tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est difficile de... J'ai compris assez vite que je n'avais pas un rapport dans l'affectif, ne serait-ce que dans la façon de se parler, d'échanger, de communiquer, autant que certains de mes potes, etc. Tu leur confiais pas tes petits secrets? Non, voilà, c'est-à-dire que... Non, je parlais de pudeur tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une pudeur qui va jusqu'à l'impossible je t'aime, c'est une pudeur qui est une armure extrêmement lourde à porter enfant, qui l'est un petit peu moins adulte, parce que souvent, elle vous préserve de pas mal de choses quand vous êtes adulte. Mais en tout cas, enfant, elle est très très lourde à porter. Il y a une incompréhension à se dire, mais pourquoi il y a quelque chose qui emprisonne ma possibilité de dire ce que je ressens pour vous. Est-ce que, si c'était pas tes parents, est-ce que c'était d'autres personnes? Est-ce que tu trouvais refuge dans la tendresse, les câlins, la complicité avec une bande de potes, d'autres gens de la famille, je sais pas? Non, il a fallu beaucoup de temps, même s'il y avait évidemment autour de mes parents une grande famille, une famille du côté de ma mère, une famille du côté de mon père plutôt d'ailleurs, famille italienne, très justement très dans l'expression, très chaleureuse, l'hyper-expressivité, etc. Donc je trouvais aussi ce vacarme familial, qui me faisait du bien quand même, tout de même. Du côté de ma mère, c'est une famille beaucoup plus réservée, une famille de terriens. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très famille de mineurs. Enfin, un passé très lourd, beaucoup moins. Je pense que c'est de là d'ailleurs que vient cette pudeur dont je parle. Tu as plutôt pris de je pense. cette partie-là. Donc il y avait un ensemble de choses. Il y avait grand-mère, cousin, tante, etc. Mais je pense que non, il m'a fallu beaucoup de temps. Je pense que j'ai commencé à trouver cette tendresse, du moins rapport humain, comment dire, le moment où tu réussis à te sentir juste extrêmement libre dans ce que tu vas proposer comme sourire, comme émotion, tout ça, bien plus tard. Je pense que ça a été au moment des Beaux-Arts, donc autour de 18 ans, 19 ans. Ouais. Ok. Elle travaillait, ta maman? Elle a travaillé longtemps, alors elle a arrêté elle n'a jamais fait d'études, donc
Elle a travaillé dans des petits jobs assez longtemps, de vendeuse, etc. Et puis surtout, elle a eu une période où elle était dans une association pour les femmes battues, où elle était investie pour faire en sorte de faire des déménagements le plus rapide possible pour les femmes qui étaient battues, qui venaient demander de l'aide à l'association, et faire en sorte de les reloger à d'autres endroits en France. Sa mère, ma grand-mère, Aimée aussi, elle portait le même prénom toutes les deux. Elle était une des premières militantes de la CGT à manifester pour les droits des veuves de mineurs, donc les premières manifestations de femmes à Paris, etc. Donc de ce côté-là, c'est un parcours de combattante. Évidemment, c'est aussi pour ça que mon précédent album porte leur prénom, c'est parce que elles sont parties toutes les deux depuis, c'est quand même assez fou, c'est-à-dire qu'entre ce moment où je choisis que leur prénom Aimé et eux soit le seul mot sur cette pochette immense, je sais qu'elles l'ont vu, donc c'est le plus important, mais elles se sont absentées depuis. Et voilà, donc il y a un parcours quand même pour ma mère comme pour ta grand-mère, comme pour ma grand-mère quand même de combattante. De combattante, ouais. Et tu as été donc élevée par 2 femmes extrêmement engagées, très féministes, et qui portaient ça en elles. Oui. Tu t'en souviens, ça? Tu te souviens de cette image que tu avais d'elles? Oui, il y a un truc que j'ai jamais raconté, mais que ma mère racontait de temps en temps et qui me faisait pleurer derrière, en fait. Elle l'a jamais su, mais elle m'en voudra pas aujourd'hui. Mais qui sait, peut-être qu'elle nous écoutera. Elle racontait qu'elle se baladait dans une rue commerçante et qu'elle avait vu un manteau dans une vitrine qui lui plaisait, en fait, et qu'elle était rentrée dans la vitrine pour l'essayer, et que la vendeuse lui avait fait comprendre qu'elle voulait pas le retirer du porte-manteau parce que elle avait apparemment, de son apparence ou de ce que cette vendeuse ressentait, pas la possibilité de se l'offrir. Et en fait, moi j'ai vu plusieurs fois ma mère, justement, qui avait un caractère très très fort, justement, elle se laissait jamais faire, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça. Et quand elle racontait ça, je sais plus comment se finissait l'histoire, mais en gros elle disait, je crois qu'elle lui avait fait essayer des tonnes de fringues juste pour la faire chier. Et quand elle racontait cette anecdote, je sentais qu'elle était contente de dire comment elle s'était finie, qu'elle avait fait essayer plein de choses jusqu'à ne rien acheter. Mais malgré tout, dans ce rire qui finissait cette histoire, moi ça me rendait triste. Ça me rendait profondément triste. C'est marrant parce que moi ensuite je l'ai traduit par ma haine de l'élitisme, de la hiérarchisation du bon goût. Et d'ailleurs c'est en le disant là que je comprends cette colère en moi, vraiment animale, pour ce regard-là que j'ai parfois ressenti au moment de mes études aux Beaux-Arts, dans des petits vernissages. Encore une fois, on est dans une école d'art à Nîmes, enfin je veux dire... Les vernissages, voilà, c'était très chouette, c'est une super période, mais où j'ai vu des professeurs ou des gens avoir ce regard-là sur mes parents ou d'autres parents d'élèves qui venaient à ce vernissage-là, comme si dans leur regard, je ressentais quelque chose qui disait « Ah oui, mais vous n'avez pas suffisamment d'éducation à ce que nous faisons pour avoir le droit de venir voir, en fait. » Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui a fait que aujourd'hui, je lutte contre ça dans mon travail. J'ai besoin que mon travail raconte, parle. Évidemment qu'il a plusieurs couches, évidemment qu'il a plusieurs lectures, évidemment qu'il y a plein de degrés injectés dans ce que je fais. Mais je ne hiérarchise pas le bon goût. Et j'ai senti ça très tôt dans la musique. J'ai senti assez tôt... après l'émission Nouvelle Star à laquelle j'avais participé en 2007, qu'il aurait été préférable de me ranger dans cette case-là, un petit peu avec tel code, tel code, tel code, et que je n'avais pas le droit d'aller discuter à tel endroit avec telle autre personne, parce que... Ouais. Alors qu'au contraire, pour toi, ce qui était important justement, c'est que tout le monde soit traité à la même enseigne, et que ta mère aurait eu tout à fait le droit d'essayer ce manteau. Et du coup, est-ce que ça a provoqué, tu penses, chez toi, un désir de prouver à qui voulait bien te croiser sur sa route que justement, toi, ta famille, étiez aussi éligible que n'importe qui d'autre? Je pense qu'il a été plus intelligent pour moi de l'injecter de la façon la plus libre possible dans mon travail artistique,
que de le faire de façon frontale. Mais il est certain qu'au fond de moi, parfois, lorsque ça se réveille, c'est très difficile à gérer. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de filtres soudainement. Ça m'arrive de le ressentir parfois. Ce qui est très très drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance, au travers de ma musique, puis des tournées que je peux faire, etc., justement, d'avoir des gens qui m'aiment bien, qui sont de plus en plus nombreux, un public qui est extrêmement différent, extrêmement large, enfin je le vois dans les concerts. Ouais, tu touches une palette. Et c'est assez fou, et évidemment je le vois, je le perçois, j'en suis méga heureux. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que j'ai le sentiment que soudainement, certaines zones médiatiques, etc., me regardent en disant oui, mais du coup, il est plus pour nous, lui, parce qu'il y a un truc trop populaire. Et du coup, parfois, je le ressens. Mais je l'ai ressenti il y a une demi-heure avant de venir te voir. Ah ouais? Et oui. Et dans quelles circonstances? On se retrouve dans une radio dans laquelle je sens, au travers des regards... Alors évidemment, je reprécise l'hypersensibilité. L'hypersensibilité fait que quand tu pénètres dans un couloir, une pièce, tu ressens des choses extrêmement fortes de l'autre. Tu captes tout. Voilà, et je suis capable d'entendre... Pardon, je suis pas en train d'en parler comme un don, hein, c'est horrible, mais je suis capable d'entendre 3 conversations en même temps. Donc je peux discuter avec toi, et si quelqu'un parlait à 2 mètres d'ici, j'entendrais aussi très clairement leur conversation. De la même façon que quand je passe un couloir d'une centaine de mètres, je vais voir, même sans regarder dans les yeux, tous les regards qui sont portés sur moi. Et parfois, je ressens l'amour, la bienveillance. Et voilà, il y a une demi-heure, je sens un contexte dans lequel je suis un petit peu moins le bienvenu. C'est pas trop encombrant, cette hypersensibilité? Ah si. C'est très encombrant, non? Oui, mais c'est très difficile à décrire, en fait. Ouais. En fait, c'est ce que je décrirais à mon fils si jamais je sens qu'il y a des facteurs comme ça chez lui. C'est que c'est pas grave, en fait. C'est ce qui nous reste d'animal en nous. Ouais. Instinctif. Sachant que notre espèce a oublié qu'elle était une espèce parmi d'autres, mais c'est-à-dire que souviens-toi que tu es un animal. Et en fait, dans ta domestication, ton rapport humain, il peut rester encore une part d'animalité. Et cette part d'animalité, pour moi, c'est ça l'hypersensibilité. C'est une part d'animalité et d'instinct. Mon instinct, je ne travaille qu'avec lui. C'est vraiment un pile ou face, mais c'est un pile ou face beaucoup plus ancré que ça. C'est un pile ou face qui est dans le ventre, qui est dans mon origine, dans l'origine. Qui a fait ses preuves. Et qui, en tout cas, m'a protégé enfant comme aujourd'hui adulte. Et parfois, je dis un nom que je ne saurais expliquer, mais qui est un nom que je ressens. Ce nom-là, je le respecte. Et des fois, j'essaie de développer parce que forcément, tout le monde ne comprend pas ce nom. Mais ce nom, il est important parce que il a une origine. Il est ancré quelque part et je sais que c'est celui-là que je devais prononcer à ce moment-là. C'est ça qui est... Et peu importe ce qui est perdu. Ce qui est perdu ou oublié. C'est-à-dire que ce nom-là, il est précieux parce que je l'ai ressenti. Mais c'est pareil pour un oui, hein, attention. Ouais, heureusement. Voilà, heureusement. Tu en as aussi. Quand tu étais petit, comment tu t'imaginais plus grand, plus tard? Est-ce que tu te disais justement, moi aussi, j'aimerais bien avoir un fils ou plusieurs enfants? Est-ce que ça t'a manqué d'avoir des frères et sœurs? Est-ce que tu te voyais adulte, papa? Non. Non? Je crois que j'ai cherché longtemps. C'est pas chercher. Je crois que je me suis forcé à installer dans ma vie d'adolescent, jeune adulte, des repères de normalité. Je me suis mis à faire en sorte d'avoir une bande de copains pour aller en discothèque. Je me suis forcé à écouter telle musique parce qu'ils l'écoutaient et que je me disais que ça m'aiderait à m'intégrer à leur groupe. Je me suis forcé à prononcer parfois des phrases entre potes que jamais mon éducation ou tout simplement ma pensée n'aurait prononcé. Mes premiers jobs, j'essayais d'avoir des repères comme ça. J'ai travaillé chez Decathlon parce que ce job, j'avais le sentiment de pénétrer non pas dans une secte, mais en tout cas dans un groupe de pensée. Et donc, qui représentait le cool de l'époque. Qui représentait en tout cas un truc structuré. Okay. C'est-à-dire, mec, t'as 18 ans. C'est difficile à décrire, mais ça posait quelque chose. Où je me disais, mais c'est ça la normalité, ça y est. Tu as des repères. Et le samedi, il fallait aller en discothèque, ou fallait... Tu vois, ou fallait aimer le whisky coca, ou le Malibu ananas. Alors tu détestes ça. Et il fallait aimer cette musique. Et ce son beaucoup trop fort pour moi, beaucoup trop fort pour mes capacités auditives. T'avais besoin de te fondre dans la masse. Il fallait que je trouve une place que je n'arrivais pas à trouver en étant moi. Mais je pense qu'en fait, en essayant sans doute je le décris maladroitement, mais je pense que des milliers de personnes se reconnaissent dans ça, homme ou femme. Bien sûr.
c'est fou. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre contexte. Il y a un contexte qui est celui véritablement de la province, c'est-à-dire d'une toute petite ville dans le sud de la France, dans lequel il est aussi difficile de trouver accès à des choses qui pourraient peut-être un peu plus concorder avec votre sensibilité ou votre éventuelle passion à naître. Et oui, voilà. Et puis c'est des âges où on a envie de ressembler à tout le monde, où c'est hyper dur de s'affirmer et d'être le gars un peu différent, ou d'assumer son originalité et d'autres goûts que le groupe, quoi. Le groupe est hyper important. Le groupe et puis la séduction, le rapport aux filles. Un rapport aux filles me concernant, et malheureusement, enfin je veux dire, j'aurais bien aimé, mais qui ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à avoir de petite amie. À l'âge où tout le monde commençait à et sortir. c'était en fait, évidemment, c'est-à-dire que le premier doute, il est physique, parce que forcément, à cet âge-là, on pense que c'est uniquement parce qu'on ne ressemble à rien, qu'on n'a pas de petite amie, quoi. Et je comprenais pas. Enfin, j'étais évidemment, chaque année au lycée, j'étais fou amoureux forcément d'une fille dans la classe, parfois de deux, de trois, mais je ne trouvais pas. Tu te déclarais ? Oui, ça c'est sans doute le moment. C'est fou que je m'en souvienne autant, parce que j'avais ma mobilette, donc 14 ans. J'étais allé voir Mélanie à Saint-Just, petit village à côté de Lunel. Mélanie, donc 14 ans également ? Ouais, elle devait avoir 14 ans, on était dans la même classe. Et c'était ton crush de l'année ? Non, mais... Ok. Mélanie, si donc tu je nous prends entends. la mobilette, faut imaginer 10 minutes de mobilette. Et j'avais un petit papier dans la poche. Dans ce petit papier, je lui ai écrit quelque chose et je sonne chez ses parents. Et elle vient au portail. Et voilà, il n'y a plus un mot qui sort, évidemment. Et je fais ça, je prends ce mini papier-là et je lui donne comme ça. Et elle ouvre le papier. Devant toi. Tu restes. Ouais. Et sur ce papier, j'ai écrit un truc du genre je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Qui serait un super texte de chanson Francis. s'il n'avait pas déjà été fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un dépôt SACEM. Mais tu lui as écrit une chanson quand même. Je lui ai écrit un fragment, de poème qui vient de ça. Et là, elle me dit non, mais Julien, mais non, mais tu sais, je préfère qu'on reste amis, quoi. Tu vois. Sachant qu'on n'est pas amis. Vous étiez même pas amis. On n'est même pas amis, en fait. Donc, pourquoi ? C'était une succession de choses comme ça, de moments où j'ai commencé à jouer de la guitare et où je propose à une des filles de la classe de venir jouer à son anniversaire. Déjà, la tristesse, c'est de proposer à quelqu'un de venir jouer à son anniversaire parce que tu n'es pas invité. La guitare a changé la donne, non ? Non, pas à l'époque. Pas à l'époque ? Non. Donc tu proposais tes services de troubadour triste, dans les booms ? C'est-à-dire que j'entendais qu'il y avait tel anniversaire qui se préparait et j'étais sans doute comme d'autres dans la classe, mais j'étais pas invité. Et je me rappelle lui avoir dit pareil, avoir dit à cette fille un truc comme ça, genre mais si tu veux, je peux venir, je peux jouer un peu des trucs. Je jouais super mal à l'époque, en plus je commençais le truc, donc ça aurait été pathétique, tu vois, et très gênant. Et voilà, et la réponse c'était genre non mais il y a de la musique et tout, t'inquiète pas. Mais c'était pas genre, mais viens. Non, il n'y avait pas le mais. Non, il n'y avait pas le mais. Il n'y avait pas le mais. Putain, les meufs, elles doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Non, je pense pas. À toutes les Mélanie qui nous écoutent. Et alors, à quel moment ça a changé, Julien ? À quel moment t'as pris un peu la confiance ? À quel moment on t'a écouté jouer de la guitare avec des yeux qui brillaient ? C'était quand ça ? En tout cas, c'est très précis. C'était avant Nouvelle Star, quand même. Oui, c'est le moment où j'ai commencé mes études de Beaux-Arts. Le moment où j'ai enfin trouvé une zone dans laquelle les gens avec qui j'étais et ce que j'y faisais correspondaient parfaitement à ce que j'étais. Ouais. J'avais envie de faire quelque chose d'artistique. J'étais entouré de gens qui avaient cette même envie, à des âges en plus extrêmement différents en fonction des classes. Soudainement, j'étais à ma place. On monte en plus un groupe de rock à ce moment-là. On joue dans quelques bars de la ville, à Nîmes. Et là, tout devient précis, direct, évident. J'ai plus besoin de jouer à quoi que ce soit. J'ai plus besoin d'aimer le whisky coca. J'ai plus besoin d'écouter de la musique extrêmement forte pour discuter avec quelqu'un. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire parce que... Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre. C'est que trouver le moment où on ressemble à soi suffit à devenir extrêmement séduisant pour les gens qui croisent votre route. Ça paraît bête comme ça. Et forcément, dire ça aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'être écouté, regardé, suivi, c'est facile, je sais, mais je peux jurer que c'est la vérité. Et que peut-être justement cette chance-là que j'évoque,
elle est peut-être venue aussi de ce moment où j'ai eu le sentiment d'avoir juste à essayer d'être moi et que ça suffisait Mais bien sûr. à ce que les yeux se lèvent sur ma personne, en fait. Et que j'étais ni moche, ni nul, ni tout ça. C'est juste que j'étais juste pas à ma place au bon moment. Et du coup, j'y pense souvent. Je pense souvent à d'autres vies, celles qui auraient pu être la mienne si j'avais pas fait ce concours d'entrée aux Beaux-Arts, etc. Et je me dis, mais le nombre de gens qui peut-être nous écoutent, qui se sentent parfois bloqués dans une vie, et qui se disent tous les soirs quand ils se couchent, sous leur douche, la nuit, qui se disent, mais je suis tellement pas à ma place dans cette vie. Je suis tellement pas à ma place dans cette vie, c'est tellement pas ce que je souhaitais. Je n'aime pas ce job, je n'aime pas ma vie, je n'aime pas... Je pense que ça peut être acceptable un temps. Mais la fuite d'un contexte, même si ça vous paraît impossible à bouger, ça l'est. En vrai, ça l'est. Dans une relation, dans un job, ça l'est. Oui, c'est monumental. Oui, ça paraît fou. Et évidemment, ce conseil qui vient d'un chanceux. Mais justement, je pense aussi que la chance, elle vient flotter autour de vous quand vous prenez conscience de ce qui vous nuit. Ouais, et puis tu attires aussi dans tes rayons ce que toi tu dégages. La chance, tu la provoques. Et toi, tu as décidé d'aller aux Beaux-Arts, tu as décidé de prendre ta guitare, de continuer à jouer, et tout d'un coup, t'étais aligné, quoi. Et donc, avec les filles, d'un coup, ça allait mieux. Oui. T'as vu? Oui, ça allait. Ça a switché. Ça allait beaucoup mieux. Et puis surtout, t'étais épanoui, quoi. Oui, puis c'est surtout... Dans ton art, dans ta passion. En fait, c'est surtout quand même de longues années pour trouver au-delà du sentiment amoureux et de séduction que peuvent ressentir les jeunes gens. Il y avait surtout la tendresse. Moi, c'est surtout ça dont j'avais besoin, je pense, à ce moment-là. Tu t'es retrouvé parmi tes pairs. Et puis, alors on va pas tout détailler de ces années-là, on connaît ton parcours dans les grandes lignes et cette explosion médiatique qui t'est tombée dessus, donc à 24 ans, on t'a vu être rattrapée dans le couloir par Virginie Efira alors que t'étais partie pour être éliminée par ce jury à la première étape. Et puis Virginie qui t'a rattrapé et qui t'a permis d'aller jusqu'au bout. Ensuite, quand tout ça t'a étourdi, quand t'as sorti un peu la tête de ce cyclone médiatique, c'était quoi pour toi la suite ? Parce que quand on est pris comme ça dans un engrenage à la fois génial et à la fois vertigineux, j'imagine, de concerts, de tournées, d'albums, d'attentes, d'exigences, qu'est-ce qu'on se dit, quoi qu'il y a autre chose ? Il a fallu 10 ans, en fait, pour équilibrer la balance entre ce côté artistique, soudainement médiatique, et la balance de l'être humain, de l'homme, en fait. De la vie. Il a fallu vraiment 10 ans. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que j'ai donc déménagé de Nîmes à Paris suite à l'émission Nouvelle Star et à ce que j'avais à tenter de commencer comme histoire avec la musique. Et assez bizarrement, j'ai retrouvé ma chambre d'adolescent. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un appartement, un petit appart à Paris, où je n'avais à nouveau aucun lien social, où toute sortie me faisait peur. Ah bah oui, parce que tu connaissais personne à Paris. Parce que je connaissais strictement personne, parce que j'avais le sentiment, par mon instinct et mon animalité, que certaines personnes qui s'approchaient de moi étaient pas forcément les plus saines pour moi. Et donc je me suis retrouvé à attendre que l'artistique reprenne le dessus. C'est-à-dire que je reprenne mon costume d'artiste pour repartir en tournée, en studio, etc. Et le reste du temps, je revenais dans cet appartement pour attendre que ça reparte à nouveau. Attendre, alors évidemment en écrivant des chansons, mais attendre. Et à un moment, je me suis dit que ça pouvait pas suffire, en fait. Et qu'il y avait quelque chose qui était profondément malheureux, alors que j'étais profondément joyeux lorsque j'enfilais ce costume pour aller sur scène ou en studio, enfin... Et je me dis, mais tu peux pas rester le reste du temps seul dans un appart, c'est pas possible. Et j'ai juste réfléchi à ce que je souhaitais réaliser, effectivement. Et ça a été une feuille sur laquelle j'ai écrit mon rêve. Si j'avais assez de sous un jour pour pouvoir le réaliser, c'était une maison dans le sud de la France, au plus proche de là où j'étais né, et 2 chiens. Voilà. C'était exactement ça que j'ai écrit dessus. Et quelques années plus tard, je l'ai fait. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai déménagé. C'est ça, tu as quitté Paris pour les Cévennes, où tu t'es offert ta maison. Oui.
ma maison et 2 chiens. Ouais. Ça a été, en fait, je ne pouvais pas soupçonner à ce moment-là. Il y a eu d'abord un vrai choc quand j'ai déménagé, c'est-à-dire que cette J'imagine. maison, cette nature omniprésente, ce village isolé, cette distance avec tout, ça serait désormais mon quotidien. Et donc je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai fait le bon choix en fait? Est-ce que je vais pas être aspiré par cette solitude et cet isolement? Les chiens sont arrivés 4 mois après. Ça a commencé à nourrir un rapport un petit peu différent à cette solitude. Et je ne pouvais pas soupçonner que quelques temps après, une famille se construirait dans cet endroit dans lequel je suis évidemment toujours aujourd'hui. Oui, parce que sur ta feuille blanche, il n'y avait pas marqué une femme et un enfant. Non. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que des années sont passées. Nouvelle star, 24 ans, et puis derrière, il y a eu 10, 15 ans qui avancent, qui se passent, et où en fait, à aucun moment, vraiment, je suis dans cette pensée-là. Parfois, je rencontre des femmes avec qui je m'installe, entre guillemets, c'est-à-dire avec qui vraiment une histoire d'amour se construit. Ça ne m'est pas arrivé beaucoup, ça m'est arrivé 2 fois. Où cette question, pour différentes raisons d'ailleurs, ne se pose pas parce que elle aussi est dans un rythme de vie qui fait que le sujet n'est même pas abordé. Et puis, bon, une séparation et ainsi de suite. Et puis, une deuxième histoire dans laquelle, pour le coup, le sujet est clos. Et clos par elle? Elle voulait par pas elle, parce d'enfant. qu'elle, voilà, pour plein de raisons d'ailleurs que je comprenais très bien, de par son histoire personnelle, etc. Et toi, ça a appuyé... Et en fait, moi, il se trouve qu'à ce moment-là, je suis quand même extrêmement amoureux, mais pas dans le bon sens du terme, pas l'amour que j'essaierai de définir aujourd'hui. Entre un homme et une femme, je suis pris par une passion. J'ai compris bien plus tard la différence entre l'amour et une passion qui parfois peut vous dévorer. Et du coup, pour moi, vu que de toute façon, à cet instant-là, je m'imagine pour la vie avec elle, voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose en moi où je me dis, mais je crois que moi, j'aimerais beaucoup être papa, quoi. En tout cas, tant que tu étais avec elle, tu étais prêt à sacrifier ou en tout cas à taire ce désir qui était quand même là en toi, ce désir d'enfant. J'étais prêt à me sacrifier, surtout beaucoup. Et un album qui a changé ma vie est arrivé après notre histoire, et je pense que c'est finalement quelque chose qui m'a aidé aussi à comprendre beaucoup de choses, une psychothérapie aussi. En fait, quand vraiment tu comprends qu'aimer, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, aimer. J'ai compris énormément de choses après. Et puis, des années sont passées, ainsi de suite. Et puis me voilà dans les Cévennes avec mes chiens et la vie change. La vie change tellement joliment. À partir de ce moment-là, quand tu t'es séparé d'elle, est-ce que tu t'es dit, là, la prochaine fois, ou en tout cas ma prochaine grande histoire d'amour, j'aimerais qu'il y ait construction d'une famille? Non. Non, ce qui a émergé après ces années d'histoire avec cette femme, ça a été au contraire le besoin de me sentir séduisant dans les yeux d'une femme. J'ai eu un besoin de légèreté. J'avais vraiment le sentiment de m'être trouvé artistiquement dans cet album, dans les chansons que j'avais écrites et composées. J'étais vraiment dans une période de vie où j'avais envie d'une forme de légèreté, mais douce, tendre, belle. J'avais envie d'être bien conscient de m'être réveillé, de quelque chose dans lequel j'aurais pu peut-être rester beaucoup plus longtemps. Et donc pas du tout. À ce moment-là, j'ai envie de tout, sauf de construire une relation. Légèreté, jusqu'à la rencontre avec ta compagne d'aujourd'hui. T'as rencontré dans les Cévennes? Non. Mais en tout cas, que t'as réussi à faire venir dans ta maison, dans ton nid. Nid que tu soupçonnais pas être un nid familial d'ailleurs, peut-être, qui était déjà ton endroit à toi. Et elle a adhéré à cette vie que tu construisais. J'ai l'impression que c'est un endroit idéal pour comprendre plein de choses d'ailleurs sur le monde qui nous entoure. J'imagine. C'est aussi ce que j'ai compris là, que parfois dans un couple, il y a quelque chose d'extrêmement solide qui se dessine sans que vous le forciez et qui justement repose sur tout sauf les codes classiques de ce qui pourrait définir le couple. Et en fait, de réaliser que il peut y avoir 2 personnes,
mais que malgré eux, autour d'eux, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, presque comme un binôme en fait. C'est-à-dire que je trouve que quand le couple trouve la notion de binôme, d'équipe, ouais. on s'épargne des centaines de milliers de choses encombrantes. Ouais. Le couple qui va se faire des petites réflexions, qui va se mettre à bouder ou qui va... c'est des choses qui me font fuir aujourd'hui, justement. J'ai vraiment compris que le couple, c'était autre chose que ça. Ouais, mais quand on a connu que ça, parce que d'après ce que je comprends, tu étais dans des schémas qui se répétaient un peu. Et là, tout d'un coup, avec une autre personne, une nouvelle personne, tu découvres l'apaisement, en fait, et la tranquillité, et qu'une relation peut être calme. Elle peut être calme et animée, non, mais disons qu'elle est... Disons pas... qu'il y a quelque chose de solide. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment te dire, en fait. Bon, je pense évidemment que l'arrivée d'un enfant, bon, c'est quand même... C'est plus que du béton dans une construction, quoi. Ouais, mais attends, ça peut faire voler en éclats aussi un couple. Hein. Complètement, mais là, il y avait quand même... Là, il y avait des bonnes bases. Il y avait un espoir commun. Ouais. Il y avait une envie commune. Il y avait une envie commune. Ouais. Là, pour le coup, vous en avez parlé et c'était désiré. J'ai raconté un truc que j'ai jamais raconté. Allez, vas-y. Plein confinement. Genre, premier confinement. Genre, le truc où tu penses que tu sors, t'es malade. C'est-à-dire même si tu montes dans ta voiture, alors encore une fois, je suis nul en date. Je l'ai bien. Mars vraiment, 2021. Truc où si jamais tu vas acheter des oranges ou des pommes, tu les laves à la javel quand tu rentres. Genre, je vois bien. On était possédés par cette peur, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais déjà dans les Cévennes, on est d'accord. Dans les Cévennes. Ouais. Je choisis à, je sais pas, 22h, un truc comme ça, de faire un malaise vagal. Je sais pas pourquoi. Je me lève du canapé, je traverse la pièce et il y a une mare de sang au sol. Et je me souviens de rien. What ? Donc on appelle les secours, etc. Attends, mais il y a une mare de sang sous toi ? Oui, mais en fait, c'est rien. Tu baignes dans le sang. En fait, je fais un malaise vagal. Donc je suis tombé littéralement sur le sol qui était en pierre. Et je me suis ouvert le menton. Donc en fait, effectivement, quand on s'approche de ma personne, on peut se questionner sur mon état de santé. Mais bon, bref, après c'est une succession de choses, plein confinement, donc qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, donc bon, finalement, parce que l'hôpital est à plus de 30 minutes, donc en fait, faut se speeder un peu, s'il y a un vrai souci, en l'occurrence, c'était juste un malaise vagal, mais donc, bon, bref, hôpital, etc., électrocardiogramme, voilà, mais plein confinement, donc je suis dans la tente Covid, tu vois, enfin, tout le monde est masqué, surprotégé, enfin, c'est assez surréaliste, et je sais que c'est ce moment-là qui a déclenché l'envie d'un enfant. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, si tout peut s'arrêter soudainement, c'est rien, c'est un malaise vagal et je me suis ouvert le menton. Mais on a 39, 40, 41, enfin on est par là, quoi. Encore une fois, je suis désolé pour les dates. C'est maintenant qu'il faut essayer, en fait. Peut-être que ça va pas être si facile que ça, quoi. C'est formulé, c'est verbalisé, le truc, et le dossier est sur la table. Oui, et en même temps, il me paraît, parce qu'encore une fois, dans ce confinement, etc., il me paraît doux, beau, rêveur, magnifique, en fait, soudainement. Et c'est ça aussi, quand je te dis, une forme de compréhension d'un socle, d'un binôme, c'est que j'ai pas peur. Ouais. Enfin, le gosse que je suis, moi, je suis toujours persuadé d'avoir 13 ans, tu vois ce que je veux dire. L'enfant que je suis, il a pas peur d'être papa. Il a pas peur de ce qui est proposé là. Trop. Mais oui, en fait, évidemment. Ouais, il y a de la joie. Il y a une joie. Parce que faire un enfant à 39, 40 ans, ça peut être, effectivement, ça peut être long. Surtout que je me suis dit que possiblement ça ne fonctionnerait pas. Et puis qu'il faudrait peut-être beaucoup de temps. Et puis malgré ce temps-là, peut-être qu'il faudrait de l'aide. Tu vois, on se posait plein de questions comme ça. Quand finalement, très peu de temps après. Ah ouais. Donc voilà, quelques mois, je ne saurais pas dire, mais quelques mois après, j'ai très vite compris que l'apéro n'était plus pareil. Ah. Et... Vous avez fait le test ensemble ? Comment elle te l'a annoncé ? Sur la terrasse. Ouais, comme ça. Enfin bon, bref, voilà. Ah. Et là, oui, j'aurais non, pardon, pas parce l'annonce. que... Mais si, mais non, mais parce que c'est pas ça, mais c'est que à ce moment-là, il y a un... Ok, trop bien, en fait. Et en fait, je m'étonne d'être capable de formuler ça sans peur, en fait. Évidemment qu'il y a des peurs qui arrivent derrière, sur les premiers
premières échographies, enfin tout ce schéma-là. Ensuite, il y a évidemment plein de peurs. Mais à ce moment-là, dans mon intérieur à moi, c'est genre, wow, ok quoi, ok, je suis prêt, en fait. Et ça, d'être capable de le formuler avec ma psychologie, je me suis dit, mais ouais, il y a un truc qui est plus grand que toi, mec. En fait, il y a un truc qui est beaucoup plus grand que toi, là. Mais t'avais fait le taf pour être prêt, en fait. C'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce que t'étais dans cette disposition-là et puis que elle aussi t'a envoyé un signal de joie et de bonnes nouvelles et de ça va aller, en fait. Enfin, d'après ce que je comprends. Ouais, peut-être, mais je pense aussi qu'il y a un contexte. Je pense aussi qu'il y a cet endroit dans lequel nous sommes. Je pense qu'il y a ça paraît bête comme ça, mais c'est les sons de cette nature que je connais par cœur en fonction des saisons. Ça fait 6 ans que je les connais par cœur, du matin, 6 heures, au soir où je nourris les chiens. Je connais par cœur les chants d'oiseaux. Je connais par cœur cette sensation de la température. Je définis les saisons. Je connais par cœur chaque espace. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se jouer désormais à ce moment-là. Et c'est fou. Alors, la grossesse démarre. Comment tu trouves ta place là, dans ces 9 mois qui vont se dérouler devant vous? Est-ce que tu vis la grossesse de manière très proche avec elle ou comment tu... Moi, ce qui est fou à ce moment-là, c'est que je viens de terminer un album Mhm. que j'ai écrit donc, pendant le confinement, tout ça. Et que je réalise qu'en fait, toutes mes chansons, ou la quasi-totalité de mes chansons, le texte pourrait tout à fait être adressé à un enfant. Mhm. Au moment où je fais ces chansons, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transmission qui se joue dans chacune d'entre elles. Donc si tu veux, à ce moment-là, il y a un truc complètement fou qui me rattrape, c'est que il me semble que je suis en train de parler de ce disque, que je suis dans une période où je tourne des clips. Je pense notamment à un clip qui s'appelle Kiki, qui est une chanson justement vraiment c'est vraiment une lettre à un enfant, mais au moment où je l'écris et je la compose, j'ai aucune idée. Ouais, mais ça travaillait déjà, que ce Kiki va être là, quoi. Ouais. Et je tourne un clip qu'en plus je veux situer dans une maternité avec Virginie Efira qui accepte de jouer dedans, qui joue le rôle de ma compagne. Enfin, il y a tout un process comme ça où en plus elle accouche d'un bébé tigre à la fin. Donc il y a ça, je suis entouré d'enfants et je me retrouve avec mon pote réalisateur Brice, avec qui je fais tous mes clips, qui lui vient d'apprendre qu'il va être papa aussi. On va être papa tous les deux. C'est génial, vous avez vécu ça en parallèle, Ouais. Du coup, tous les deux? Je pense que c'est plus dans ces moments-là avec lui où la peur revenait, tu vois. On se disait, est-ce qu'on va être... Enfin, regarde-nous, quoi. Enfin, non, mais, gars, on est en train de filmer Virginie qui accouche d'un bébé tigre parce qu'on s'est dit, waouh, ok, c'est une top idée, c'est ça qu'il faut faire, ça symbolise telle chose, telle chose. Ouais. Je dis, gars, on est des gamins. On va y arriver, quoi, ou pas? Est-ce qu'on va y arriver? Des gamins qui vont avoir des gamins, quoi. C'est quoi le rôle que tu t'es attribué, justement, pendant ces 9 mois? Est-ce que tu avais envie, besoin d'être au plus près de ta compagne, d'assister aux échographies, aux rendez-vous, d'être renseigné, informé? Est-ce que tu as eu besoin de ça ou est-ce que tu as gardé une petite distance? Non, pour les échographies, évidemment. Tu te souviens de la première, là, celle où... Non, je me souviens d'une surtout qui m'a troublé... Mais c'est celle où il y avait une image en 3D de mon fils. Je me suis dit, wow. Non mais attends. C'est quoi déjà, quel est le logiciel, les gars? Qu'est-ce que vous avez pas fait de mise à jour sur votre truc? Genre, ça, c'est mon fils? Mais ayez une once de respect pour les parents que nous ne sommes pas encore. Présentez-nous un enfant présentable. Quelle est cette teuté? J'étais choqué sur cette image. C'est quand le futur veut te donner trop d'infos. Ouais, c'est ça. Respecte-moi, laisse-moi mon imaginaire. Ne me donne pas trop d'informations. Surtout si c'est pour me montrer ce nez et cette bouche-là. Non, ça n'est pas possible. Alors que le médecin devait être trop content de vous proposer ça. C'était audacieux, hein, la 3 dimensions. En tout cas, donc toi, tu as participé à ces rendez-vous. Tu étais informé presque au même degré qu'elle, tu penses? Ça t'intéressait? Ah bah oui, bien sûr, t'imagines. J'allais être papa, quoi. J'allais pouvoir tous les jours m'intéresser de moins en moins à moi-même. J'allais pouvoir m'imaginer transmettre des choses, raconter des choses, faire découvrir le monde à un être vivant dont j'étais responsable. Enfin, c'est en partie, mais dont j'étais responsable.
Ta compagne, elle a vécu une grossesse plutôt sereine ou tu te souviens d'elle très fatiguée, très malade C'était comment pour elle? Non, plutôt grossesse plutôt sereine. C'est difficile d'expliquer tout ça, mais disons que il y avait beaucoup d'activités pour nous à ce moment-là. Ouais. Voilà, beaucoup de travail. Et puis surtout, peut-être que là déjà j'en ai beaucoup trop dit à ton micro, mais moi, il y a cette volonté depuis beaucoup d'années maintenant de préserver à fond ma vie privée, donc la terreur aussi que des images soient volées, que... Ah ouais. Et Ça, donc, c'était omniprésent. c'était pas Les omniprésent, rendez-vous à la mais, maternité, tout ça, vous étiez mais flippés? je faisais très attention, en Ouais. fait. J'aurais pas voulu qu'on vole ces moments-là. Mm. Et pour toi, c'était quoi de voir son corps changer, là, de voir ce ventre s'arrondir, de sentir votre bébé sous sa peau? Il y a quelque chose d'un peu abstrait dans le ressenti. Je suis pas sûr qu'il le soit dans le lien. Mhm. Toi, tu t'es Euh, senti connecté à ce bébé? Ah ouais, je crois. Ouais. Puis je crois aussi que pour les papas, parfois les choses se construisent juste après. Bien sûr. Et qu'elles sont tout aussi cruciales et tout aussi importantes. Et que c'est là aussi que les choses se jouent, se font. Comment tu te projetais en tant que père? Est-ce que tu te disais, ouais, j'aimerais bien être un père comme ci, comme ça, ou est-ce que tu mettais pas trop d'attentes, justement? C'était... Bah si, j'espérais que le lien soit fort, quoi. Que je le fasse sourire, qu'il me regarde, qu'il m'aime, en fait. Mm. Mais toujours aujourd'hui il a 3 ans et demi, mais j'ai tout le temps peur qu'il se détache, enfin se détache, en tout cas qu'il se désintéresse Mm. de notre rapport. J'ai toujours peur de ça. De toute façon, quand on devient parent, on découvre la peur. Ouais. L'immensité de la peur. Ouais, mais avoir peur pour lui dans ce monde-là, c'est une chose, bien évidemment, mais j'ai peur de perdre le lien. Et alors, ce lien, il s'est concrétisé, j'imagine, le jour où il est arrivé sur Terre. Est-ce que tu peux me faire part de quelques souvenirs de ce moment de l'accouchement? T'étais là, t'étais dans la salle d'accouchement avec ta compagne. La particularité de cet enfant, c'est il est arrivé du ciel, comme ça, il y avait deux chevaux. Faudra que tu me dises T'arrivais dans sur quelle une maternité grande vous êtes. musique, incroyable. Alors, Bah est-ce oui. que vous aviez une playlist dans la salle d'accouchement Ouais, il y avait que t'avais une préparée, playlist que vous aviez préparée ensemble? ouais, de Miley Jackson, Ok. un album que j'écoute beaucoup à la maison en vinyle. Et c'est marrant parce que j'ai essayé de lui faire écouter les morceaux de cet album en me disant tiens, peut-être il va avoir une façon d'être quand il va entendre. Ah ouais. Pas du tout. Mais ouais, il y avait cette musique. Et puis voilà, il y a ce moment où c'est vraiment c'est le roi lion, quoi. Il y a ce moment où cet être il est soulevé, quoi, comme ça. Mm. Et d'un coup moi je le vois. Ouais. Cette teuté. Raccord échographie 3D ou... Alors sur l'instant je dis ok, respect pour l'imprimante. Il s'était pas des masses trompés. Mais je dis mais non, mais il est trop beau. Mm. Il avait les sur yeux cet ouverts. instant, non, il était en train d'hurler et j'avais l'impression qu'il voulait taper tout le monde. Il était vraiment dans un truc très mais pourquoi vous avez fait ça, les gars? J'étais juste tranquille, vraiment bien. Pourquoi vous avez fait ça? Et enfin, évidemment, c'est une image que j'aurai toute ma vie. C'est cette légère distance, une fraction de seconde où je l'aperçois, en fait. Ouais, où ton regard croise le sien, quoi. Ouais. Et immédiatement, j'ai eu la chance de... Enfin, je sais pas si c'est immédiatement, mais enfin, en tout cas, d'avoir un contact tout de suite avec lui, torse nu, En de peau à peau à peau. peau. Et ça, c'était fou, en fait. En fait, il n'y a plus de questions. Ce que j'ai dit aussi des fois à mes potes qui allaient être papa et tout ça, qui pouvaient se poser des questions, je dis, mais en fait, c'est comme si vos gestes, ils étaient soudainement guidés, en fait. Comme si soudainement, vos mains, votre corps savaient agir pas à votre place, mais en tout cas, ils répondaient à vos doutes. Mm. Votre main, elle sera toujours positionnée de la façon dont votre instinct vous guidera de la positionner. Ce petit être-là qu'il faut soudainement changer, nettoyer, enfin, bah en fait, ça paraît fou.
Et en fait, vos mains, elles savent. Mm. Évidemment, vos mains, elles sont guidées par quelque chose Mm. en vous, par un instinct, je pense, Mm. profond, en l'occurrence de papa. Et c'est pareil Ouais. pour les mamans. Animal aussi. Donc, Mais il y a un truc très animal, Ouais. où moi j'étais surpris par ça, par le fait que mes mains sachent. Donc très vite, tu as été à l'aise. En tout cas, dans la manipulation, il y a plein de parents pour qui c'est pas du tout aussi évident. Hein. Ouais, Mais toi, oui. c'est pas. Évidemment, il y a une forme de peur, mais disons qu'en tout cas, j'étais très étonné par un instinct qui était plutôt, en tout cas, bon Mm. dans les gestes. Ouais. Là où c'était plus particulier, c'est plus sur le lien. Moi, je croyais que quand un enfant naît, il y a un amour immédiat qui arrive. Un peu comme tu sais, je sais pas, c'est genre, ah ok, il est né, tu l'aimes trop fort. Non, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mm. Et ça, j'avais pas trop compris. Mm. Moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi je ressens pas follement, pleinement, à en crever cet amour-là tout de suite? Pourquoi pour l'instant, c'est mécanique? Pourquoi pour l'instant, j'ai un être, évidemment, qui est mon fils, mais pourquoi il n'y a pas un truc qui me déborde? Une fois évidemment l'émotion de sa naissance, mais pourquoi je ne suis pas débordé en permanence par l'amour absolu que j'ai pour lui tout de suite? Et du coup, c'est ça qui m'a questionné. Et après, j'ai compris en discutant, notamment avec des mamans d'ailleurs. Mm. Les mamans ont parfois aussi évidemment ce truc de non, c'est pas, le lien ne se fait pas dans la seconde, l'amour absolu ne surgit pas dans la seconde. Et ça m'a vachement rassuré. Et surtout, je me suis dit, oui, mais est-ce que ça va arriver? Et le moment où ça arrive, là, alors c'est un petit peu après, mais je me souviens, c'est un premier regard, un premier échange, un échange, un moment où là, ça te traverse. Mais c'est la foudre à côté, c'est the bee, quoi. C'est vraiment, ça te traverse. Il y a une tête qui me regarde et elle me dit qu'elle me regarde et quelque chose se passe. Dans un silence, mais quelque chose se passe, quelque chose traverse. Et ce qui traverse m'envahit et me rend papa au sens du... Évidemment, j'avais cette fonction à sa naissance, mais j'étais désormais son papa. Et là, c'était fini. C'est-à-dire que là... c'était fini. Ça commençait. Oui, pardon. Mais là, l'amour... là, c'est un amour... c'est un amour fou, quoi. C'est quelque chose. Hein. Ça, c'est difficile à décrire, quoi. Nous, tu sais qu'on appelle ça le bliss. C'est vrai? Ouais. Mais c'est incroyable. Parce que le c'est bliss, fou, parce que le bliss, c'est le moment de grâce, quoi. C'est ce moment suspendu où tu rencontres ton bébé, quoi, tu vois. Et pour moi, ce mot que j'ai choisi pour nommer ce podcast, mais ça veut dire béatitude, ça veut dire bonheur immense, absolu. Et voilà, connaître le bliss, il y en a qui le connaissent à la naissance, il y en a pour qui ça arrive un peu plus tard, parce qu'il faut s'apprivoiser, parce qu'en fait, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, quoi. Tu vois, c'est un nouvel être humain que tu n'as jamais rencontré de ta vie, quoi. Donc, ok, c'est ton sang, c'est ton ADN, c'est tout ça, mais il faut quand même apprendre à se connaître. Mais quelle merveille, le jour où ça arrive. Oui, puis surtout, tu te rends compte que c'est pas forcément quelque chose d'installé pour la vie. Enfin, moi, par exemple, je redoute, en le voyant grandir, je redoute du moment où son rapport à d'autres enfants, peut-être des bandes de copains, etc., va faire que peut-être le papa ou la maman, à un moment, vont devenir peut-être un peu plus à distance d'un point de vue affectif. Qu'il aura besoin aussi de cette distance-là, parfois même peut-être de cette colère, et ce va-et-vient, et peut-être que ça reviendra après, etc. Et... T'es en perpétuelle inquiétude de ne pas remplir assez son réservoir d'amour. Mais je pense que il est bien rempli. Hein. Je pense que tu t'y efforces tous les jours. Ouais. Et alors, donc, il est arrivé. Comment se sont passés les premiers temps justement d'apprentissage, tout d'un coup, vous étiez 3 à la maison. Ça peut être très doux, mais ça peut être très trash aussi. Vous, c'était comment? J'ai pas de souvenir de quelque chose qui pourrait définir un dérèglement problématique. Ah bah tant mieux. Je sais pas pourquoi j'ai le souvenir d'un berceau et des 2 chiens assis devant le berceau qui l'observent. J'ai ce souvenir-là comme premier moment en fait à la maison. Et cette image-là, elle t'a fait quoi?
de voir Ah, ces deux chiens là autour de ce berceau Tu qui sais, veillaient sur lui. j'ai repensé à mon bout de papier sur lequel j'avais noté mon rêve le jour où j'aurais assez de sous pour le vivre. Et le seul rêve que j'avais, c'était une maison, des chiens. Et je me suis dit, mais gars, reprends ce papier et finis-le. Tu peux désormais finir en fait ton bout de rêve que tu avais noté en rajoutant que désormais c'est une maison et une famille. T'as pu prendre du temps, toi, pour justement être là pendant cette période? Ou est-ce que t'as dû repartir bosser Est-ce que tu t'es accordé du temps, justement, après la naissance de votre petit garçon? Ouais. Oui, mais tu sais, même en faisant des concerts, ou même en ayant des moments comme ça où je monte à Paris pour parler de ma musique et tout, moi je reste 2 jours. Ouais. Les concerts, ça fait 3. Ouais. Généralement, c'est 3 concerts. Je pars le jour du premier concert, je rentre dans la nuit du dernier. Donc en fait, je m'absente 48 ou 72 heures à chaque fois que je dois m'absenter. Ah ouais, Mais c'est en tout. fait, je m'absente déjà pas toutes les semaines du tout. Et puis il y a des immenses périodes de temps où je suis là, en fait. Moi, j'ai plus de souvenirs de beaucoup de moments de l'amener à la crèche, d'aller le chercher. Là, à l'école, depuis septembre, de l'amener Ouais. énormément. Enfin, plus il grandit, plus c'est délicat parce que l'autre jour, il m'a dit la plus belle phrase au monde. Quand je lui ai dit, mais tu sais, papa, il va aller au travail. Donc il m'a dit, mais quand est-ce qu'il sera fini ton travail? Et j'ai compris Et ouais. qu'il avait compris que à chaque fois que je partais, c'était pour accomplir une tâche d'un tout. Hmm. Et j'ai trouvé ça trop beau. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme si je partais peindre quelque chose et que Ouais. un jour, ce serait terminé. L'œuvre allait être terminée. Et en fait, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et la semaine dernière, quand je suis revenu plus tôt que prévu, je pensais que j'allais arriver la nuit et que si j'arrive la nuit, il faut que j'aille lui faire un bisou dans son lit pendant qu'il dort. Donc il était persuadé de ça et je suis arrivé bien plus tôt que prévu. Et là, voilà, il y a ce moment qui est celui que j'ai peur de perdre à chaque fois. Hmm. Qui est ce moment où il me voit et où il court de l'endroit où il est pour me sauter dans les bras en faisant un papa avec plein de A à la fin. Celui-là, c'est c'est une piscine de bon. Rien ne vaut ça. Hmm. Tant que j'ai ce papa avec plein de A de l'endroit où il est vers moi, ça pff. Et puis, c'est aussi la chance de cette passion qu'est la musique. C'est que j'ai aussi déjà vécu des choses avec lui dans ce métier incroyable. Je veux dire, des C'est-à-dire nuits, des nuits des siestes dans un tourbus. Faire la sieste avec mon fils dans la chambre de mon bus, Ah ouais. sur un parking de Zénith à Limoges. On conduit un transpalette avec l'équipe pour décharger tel truc. On fait une séance de sport ensemble. On fait les répétitions où il est sur scène et où, sur la précédente tournée, j'avais un tapis volant qui sortait de scène comme ça. On est assis tous les deux dessus. Puis papa, il fait voler des baleines. Mais des moments complètement improbables, mais juste avant un début de spectacle. Il est dans la loge et il fait la chenille avec mes musiciens et moi. Et en fait, on danse ensemble et lui, il est tout petit, il a 1 an et demi. Et il fait la chenille avec nous, il danse. Nous, on est en costard, prêt à monter sur scène devant 8000 personnes. Enfin, c'est que des trucs comme ça où je me dis, mais déjà, vivre ça, là, mais c'est fou de pouvoir partager ça avec lui. J'espère juste ne pas lui donner trop envie. C'est tout. C'est tout. Pourquoi t'as peur de ça? Tu Parce voudrais que- pas qu'il parce- fasse comme papa? J'aimerais pas qu'il entende ma réponse parce que Hmm. je voudrais vraiment qu'il décide de tout ça lui-même, mais non. Non. Ah ouais, c'est un nom Je ne ferai très rien. affirmé. Non, mais je ne ferai rien et je ferai tout. Je veux dire, je ne ferai rien si la musique, le chant, écrire des chansons Si ça vient est à une lui, profonde oui. envie, mais je ferai tout pour ne pas l'insuffler plus que de raison qui est déjà une hyper présence. Ouais. Je veux dire, il y a un piano dans le salon, il y a les guitares, il y a le studio qui est là, donc bon, déjà il est il est un peu là-dedans, donc. Et puis le fait de l'amener parfois sur les oui. dates de concert et tout, donc déjà je joue déjà beaucoup de choses là-dedans, donc voilà. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on en est là au stade d'un petit garçon qui a une envie, c'est d'aller sur la Lune. Parce que le soir, quand on nourrit les chiens, on regarde les étoiles, parce que le ciel étoilé des Cévennes est le deuxième plus beau ciel étoilé d'Europe,
et parce que il y a quelque chose là-haut qui est tellement beau quand on le regarde, le matin ou le soir, qui l'attire. Et j'aime lui répondre lorsqu'il me dit ça que, bah oui, faudra sans doute beaucoup travailler, ça c'est sûr, faudra que tu sois sans doute assez fort à l'école, faudra que tu fasses du sport aussi, faudra que... Voilà, mais je dis ouais. Et puis parce que Rien n'est impossible, évidemment. Parce que rien n'est impossible. Et que j'aimerais cultiver ce rêve-là chez lui. Donc aujourd'hui, il a 3 ans et demi, ce petit garçon. Qu'est-ce que son arrivée a modifié dans ta vie? On dit souvent qu'un enfant, ça fait bouger les lignes. Toi, d'enfant, tu deviens papa. Ça fait bouger les lignes avec ses parents. Toi, il est arrivé à un moment aussi où ta maman est partie à ce moment-là? Oui, mais en fait, oui, toutes les lignes se sont déplacées là. En fait, c'est assez fou, c'est qu'il arrive dans un contexte familial où ma mère et mon père sont là, en bonne santé, et arrive un moment où il est évidemment tout petit, il est minuscule, et ma mère a un accident, et elle n'est plus la même. Et évidemment, je continue à aller la voir avec lui pour... Voilà. Et quelque chose a changé, évidemment, et ma mère est partie. Mais voilà, j'ai un souvenir de... Mais ils se sont rencontrés. Voilà, un souvenir où ils se sont rencontrés quand justement ma mère était totalement ma mère. Oui, c'est ça. Et une grand-mère qui venait d'apprendre qu'elle était grand-mère. Voilà, ça a été très très court, certes. Très très court, il était minuscule. Mais il y a eu ce moment qui a existé, y compris pour ma grand-mère, 102 ans. Mais oui, elle l'a rencontré l'aura vu même aussi. Du coup plus longtemps que ma mère. Donc il aura même vu grandir, marcher et parler. Ça, c'était très chouette aussi. Mais voilà, c'était délicat d'ailleurs comme période parce que le fils que j'étais, ou je suis, je ne sais pas comment on va dire, je suis toujours le fils. A priori. Le fils que je suis perdait sa maman dans un moment où j'étais un ultra jeune papa. Donc il y avait un mélange de choses très très particulier pour moi à vivre. Ton papa, il était là? Ouais. Et lui, il le voit grandir aujourd'hui. Il le voit grandir et c'est très beau. On se voit le plus souvent possible, en tout cas au minimum toutes les semaines pour... Ah oui. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Je pense que finalement, je vois beaucoup plus mon père aujourd'hui que pendant de nombreuses années. Ouais. Mais voilà, moi, c'est très chouette. Il arrive et puis hop, il va jouer avec lui. Et voilà, moi, je les laisse vivre ces moments-là et c'est super. Et avec toi, est-ce que ça a un peu gommé la pudeur? Est-ce que ça vous a rapproché? Est-ce que ça a rajouté une petite couche de complicité là, d'avoir cet enfant entre vous? Oui, je crois que d'une certaine façon, on échange plus de messages qu'avant. Ils sont toujours pas plus développés, mais je pense que oui. Je pense qu'on a un échange, en tout cas, beaucoup plus développé qu'avant. Je pense que encore une fois, tout est conjugué, la naissance comme la mort, et que ce mélange là, à la même période, fait aussi que est-ce que c'est mon fils ou est-ce que c'est le départ de ma mère? Mais forcément, c'est particulier quand même. En fait, mais c'est toujours comme ça, la vie. C'est une succession de feux d'artifice et d'enterrements. Parce qu'évidemment, il y a eu ma mère, mais il y a eu ma grand-mère, et puis mais les choses se mélangent en fait. Et j'ai perdu mon ami d'enfance il y a quelques semaines. 40 ans, enfin, en fait, tu réalises, sans doute quand tu deviens parent, surtout quand tu deviens un parent tardif, que en fait, les semaines, les mois, les années à venir, là, elles risquent d'être surprenantes, désormais, à 42 ans. Elles risquent d'être un peu plus surprenantes qu'avant. Dans la vingtaine, la trentaine, on peut parfois décider des surprises que l'on crée. Il y a un âge où les choses changent un peu, où le rapport au temps est différent, et où oui, les semaines peuvent être pleines de surprises, qui peuvent être celles de faire naître des larmes comme des sourires, et que c'est désormais comme ça que va fonctionner le monde pour vous, et que donc il est temps de continuer dans
d'en profiter, de faire des belles choses, et etc. Parce que souvent on est surpris par un message le matin qui surgit ou le soir, et que quelque chose se dérègle et change à nouveau. Et j'ai l'impression, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens depuis, en fait c'est vraiment depuis ma mère en fait. J'ai l'impression que à tout moment on peut me donner une nouvelle, et j'ai l'impression que ça s'est un peu accéléré sur ces 2-3 dernières années. Forcément. Et voilà. Et cette paternité-là, qu'est-ce qu'elle a changé en toi? Est-ce que tu es le père que tu pensais être? Est-ce que ça a changé un truc dans ton rapport à la musique? Parce que là, bon, tu sors cet album Imposteur, où tu nous as quand même fait une reprise des Crococos, Les Crocodiles. Est-ce que, est-ce que tu nous C'est lui aurais qui a mis choisi, Les hein. Crocodiles si t'avais pas été papa? Ah, c'est une bonne question. C'est lui qui a choisi. Moi, C'est lui qui a choisi, ouais. c'est vrai? Dans le travail sur l'album, on a bossé 150 chansons avant d'en extraire 17. Et typiquement, sur des chansons d'enfance, on avait fait 3 chansons d'enfance. Il y avait les Crococros, il y avait Choupi à l'école, et il y avait Pas de patrouille. Le générique de Pas de patrouille. Le premier qu'on a bossé, c'est le générique de Pas de patrouille, parce que je voulais déstructurer cette version hyper rock, tempo, double pédale de grosse caisse, à un truc. Je voulais aller vers Donovan, Neil Young, enfin je voulais faire un truc hyper folk. Okay. Ce qu'on a fait. Et j'aimais bien la version. Je trouvais ça très beau, très doux. Ce générique de Pas de patrouille posé, hyper folky, je trouvais ça trop beau. Et moi, je me dis, bah voilà, ce sera sans doute, il y aura Pas de patrouille dans l'album, c'est trop cool. Puis ça fait effectivement un petit clin d'œil pour mon fils qui commençait à ce moment-là, en plus, à regarder un peu les dessins animés, Pas de patrouille et tout ça. Et il y avait Choupi à l'école, voilà, qui était dans une chouette version, mais qui était peut-être moins. Voilà. Et il y a les Crocodiles, que j'adore la version et tout ça. En plus, ce que j'aime dans cette version qu'on fait, c'est que c'est quand même une comptine. C'est pas un dessin animé. Ouais, quoi. c'est ça. Et du coup, il s'est assis devant la console. Là, je lui ai fait écouter les deux. Et je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui choisis. Et il a gardé les Crocodiles. Bon, donc d'après ce que je comprends, il y a de quoi potentiellement faire un album de chansons pour enfants, Julien. Ah, mais c'est marrant parce que. Tu sais qu'on va te le réclamer. Mais tu sais que avant d'avoir envie de faire un album de reprise, j'avais envie, déjà il y a quelques années, de faire un album pour enfants. Bah ouais. De chansons originales. Ah, de chansons originales, ouais. De chansons originales, pas de reprises. Et souvent, ça me trotte en tête. Je pense que c'est un projet un jour que je ferai, mais que j'associerai sans doute à de l'écrit. En fait, par exemple, j'ai découvert, grâce à mon fils, et grâce aux cadeaux parfois qu'on a pu lui faire, la qualité, le soin, l'audace dans la fabrication des livres pour enfants. Je me suis dit, mais c'est un rêve. En fait, pour quelqu'un qui aime le graphisme, qui aime le papier, qui aime... Mais quelle inventivité dans les beaux livres pour enfants. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je rêverais de faire quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça me travaille énormément, et je pense qu'un jour, j'essaierai de mêler de la musique, peut-être des histoires, peut-être à une édition, à quelque chose qui porte un peu d'audace dans la façon dont l'objet est fabriqué, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Et c'est vrai que j'avais ça en tête avant l'album de reprise. Ah bah écoute, à la fois, tout reste à faire. Tout reste à faire, toujours. Hein. Merci pour toutes ces confidences, Julien. J'aimerais beaucoup, avant qu'on se quitte, il y a une guitare là derrière toi. Tu me ferais pas une petite version de soit des Crococos, soit d'autres choses, mais juste comme ça pour nous, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ils fredonnaient d'une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait sa gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Danse, ah, les crococos, les crococos, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Merci. Merci.
Franchement, qui aurait cru que les Crococos, tout d'un coup, auraient ce groove, ce folk? Tu nous surprendras toujours, Julien. Et tu m'as surprise encore aujourd'hui en acceptant de... Enfin, voilà, en t'invitant presque à ce micro, je dois dire. J'ai été très surprise. Tu m'as prise de court. Je ne savais pas trop ce qu'allait donner cet entretien. Et je suis très honorée et très touchée que tu m'aies livré tout ça aujourd'hui, vraiment. Merci, je suis surpris moi-même aussi, je pense. Je pense qu'il y a des moments de vie qui sont... où les choses doivent se dire un petit peu autrement que ce qu'on a l'habitude de les formuler parfois un peu étroitement et trop rapidement. Donc merci d'abord pour ce rapport au temps, encore une fois, dans une époque qui ne le prend plus. C'est vrai que le temps long du podcast permet ça. Je te souhaite beaucoup de bonheur, que tout ça continue. Je sens un alignement, effectivement, un mec qui est bien à sa place et un père qui prend la pleine possession de son rôle avec beaucoup d'amour et beaucoup de peur aussi. Mais ça, c'est normal, ça. Tu vas pas t'en débarrasser de sitôt, Julien. Je suis désolée de te le dire. Merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Belle route à toi. Bisous. Ciao. Merci encore à Julien d'être venu se confier sur son parcours d'homme et de père. Et puis merci tellement pour ce live déjà culte de cette comptine des des crocodiles dont tous nos petits baby bliss sont déjà fans, j'en suis sûre. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle trajectoire de mère. Ah bah oui, on a dit les papas, c'est une exception. Hein. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup. Et puis, on se fait toujours coucou sur Instagram, sur le compte bliss.stories. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis bien sûr, long live the bliss.